Amis amateurs de motocyclette, bonjour. Aujourd'hui, je suis de retour chez T3 Aventure. Vous avez déjà vu deux vidéos sur T3 Aventure et la dernière vidéo concernait le voyage France-Japon. Voyage auquel je vais prendre part jusqu'à Istanbul. Et donc, j'ai essayé de faire plusieurs épisodes pour la préparation en tout cas de ce voyage. Et aujourd'hui, on est de nouveau chez T3 Aventure avec Eric Massier-Dubiest pour présenter un petit peu la moto, les motos qui vont en tout cas être sur ce voyage et vous parler de la préparation de ces motos pour le voyage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se prépare une bécane pour un si long voyage de 94 jours, plus de 20 000 km. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, Eric va nous expliquer ça tout de suite après le jingle. Jingle! Jingle! Tu m'entends là? Attends, on va voir. Est-ce que tu m'entends? Ah oui, ok. Bon. Ça va? Voilà, c'est Baluchon. Ouais. Monsieur Baluchon. Monsieur Baluchon. Alors, Eric, Oui. on est donc de retour pour une autre vidéo sur ce France-Japon. On continue notre petite série autour de ce voyage et des préparatifs. Et aujourd'hui, j'avais eu envie qu'on parle de bécanes et des bécanes qui vont participer à ce trip. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme moto sur ce voyage? Alors le France-Japon, alors au début c'était Tokyo-Paris qu'on a transformé en Paris-Tokyo, on l'a expliqué. Et ce France-Japon, il est réservé qu'aux Africa Twin, au CRF. Si quelqu'un était venu avec une vieille CRF, enfin une vieille Honda genre RD 0407, pourquoi pas, mais bon, Africa Twin. On a dans le groupe, on a 10 motos, il y a 6 CRF 1100, dont la moitié en DCT, et il y a 4 CRF 1000, dont une Adventure, et une DCT aussi. Alors DCT, c'est comment, sans embrayage. Ouais. C'est Double boîte clutch robotisée. transmission. Ouais. Voilà. Boîte robotisée que j'ai pas encore essayé. Je me la garde comme un petit bonbon au fond de la poche, mais qui apparemment est vraiment assez exceptionnel. Moi je l'ai essayé depuis l'année dernière, au mois d'août, dans les Alpes. J'avais des... Ouais. Au début je me disais, oh, les boîtes automatiques, c'est pour ceux qui ne savent pas conduire. D'abord c'est pas une boîte automatique. Non. C'est une boîte robotisée. Et puis j'ai compris une chose, c'est que un motard, il a deux grosses sources de plaisir en roulant. C'est de prendre des angles et c'est de passer des vitesses. Ça, c'est les deux gros plaisirs du motard. Embrayer, ça n'a jamais été un plaisir. Ça a toujours été une contrainte. On embraye, alors, shifter, pas shifter, on embraye quand même. Ouais. Et du coup, quand j'ai testé la DCT, j'ai compris que c'était robotisé, que je pouvais passer les vitesses comme je voulais. Et qu'une fois que je faisais un passage de vitesse à ma façon, la moto retenait mon pilotage et donc passait les vitesses un peu comme moi. Ouais. Et je pense que je ne reviendrai pas en arrière. Ouais, reprendre une moto avec un embrayage classique, c'est bon. Oui, c'est ce que tous les utilisateurs de DCT disent. Après, je ne fais pas du prosélytisme, hein, chacun a son truc. Pardon. Non, mais il veut prendre une méca ou une boîte DCT, c'est son choix. Moi, j'impose rien à mes participants, ils prennent ce qu'ils veulent. Mais non, c'est vraiment un gros plaisir. Oui, on a vraiment tous les avantages sans les inconvénients. On se concentre sur la trajectoire. Exactement, voilà. Et je pensais qu'une DCT, ma crainte c'était que quand on fait de la piste en montagne, avec des gros virages serrés, avec de la ravine, de la caillasse, des trous où il faut aller au millimètre près, enfin au centimètre on va dire, et qu'il faut bien placer sa roue et tout, je me suis dit, tout gérer à l'accélération sans le dosage de l'embrayage, je vais pas y arriver. Ouais. Si, ça va partir dans tous les sens. Et en fait, on met en mode tracteur, on met un petit filet de gaz et la moto ne peut pas caler. Donc à partir du moment où elle ne peut pas caler, ça passe partout. Ouais. Et voilà, donc là j'étais rassuré, donc maintenant c'est bon. Ouais, voilà, donc tu as passé. J'ai eu une défaillance, on va dire, un problème avec la DCT, mais je pense que ça va pas m'arriver souvent. C'était dans une descente sur une piste, il y avait de la glace. Ah. Et pour descendre, j'ai éteint le moteur, puis au frein à main, à l'arrière, comme si j'avais un embrayage, j'ai freiné, c'est un cas très particulier. Mais c'est vraiment descendre la piste sur la glace, c'est pas tous les 4 matins, quoi. D'ailleurs, les participants, quand ils ont donc acheté leur moto, parce que là, je pense qu'une grande majorité n'avait pas encore d'Africa Twin, c'est ça? Il y en avait pas mal qui étaient en GS au départ, et qui sont passés à l'Africa Twin.
Et est-ce qu'ils t'ont demandé conseil? Est-ce qu'ils t'ont dit est-ce que je prends une Adventure Sport? Est-ce que je prends une CRF-L? Est-ce que je prends un DCT? Je leur ai dit la meilleure moto du monde, c'est la tienne. Donc à partir de là, moi je vais pas t'imposer quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que l'Adventure Sport, l'avantage de son réservoir, c'est qu'il a un peu plus d'autonomie. Après, on n'a pas trop de soucis parce qu'on a un camion d'assistance, on a toujours un peu d'essence dedans. Donc si le gars il est en rade, on lui met de l'essence et c'est bon. Mais c'est vrai que puis elle protège mieux. Puis quand on est debout, le réservoir étant échancré comme ça, quand tu serres ta moto avec tes genoux, tu tiens mieux à la moto quand tu descends et tout ça. Donc c'est un choix de gabarit, c'est un choix de pilotage. Le gars qui veut une moto plus légère, il va prendre une parce que CRFL. Le poids est important, on va le voir un peu plus loin. Il y a des différences de poids. Parce que chaque kilo pris quelque part, enfin voilà. Alors donc là, nous, on est devant une Adventure Sport DCT. Pilotage. Vous verrez sur un autre plan, on verra la différence. Je vous montrerai la différence sur un autre plan justement. Suspension pilotée. Et donc, alors, quand tu la reçois, elle est livrée avec un sabot moteur Honda et c'est tout. Quand on la reçoit, enfin quand le concessionnaire la reçoit, elle est ce qu'on appelle nue. Donc ils mettent les fluides, l'huile, tout ça. Donc quand la moto est nue de chez nu, sans fluide, elle fait 248 kg. Et celle-là, la DCT. Après, ils vont rajouter l'huile, le petit réservoir d'eau, etc. Et ensuite, si nous on rajoute les protections de base, on monte à 267 kg. Et après, on a fait des essais ici avec un palan et une balance. On a fait deux modes préparation moto. Le mode raisonnable, c'est-à-dire le gars il part en voyage aventure et puis il réfléchit à chaque truc, donc c'est pas trop lourd. On monte quand même à 298, on va dire 300 kg, sans le bonhomme. Sans le bonhomme. Ni la dame, ni quoi que ce soit. On a 300 kg prêt à partir à l'aventure. Ça fait du poids ça quand fait même. Du poids. Et si on est en mode Indiana Jones avec les pneus, les machins, comme certains font et ils chargent de partout, là on est à 349 kg. C'est-à-dire qu'on met 100 kg de plus, on est capable de mettre 100 kg de plus sur la moto sans pilote. Que le poids à vide. Donc il faut faire attention. Alors ça c'est plus une prépa pour un gars qui va partir tout seul, qui va traverser l'Afrique, qui veut prendre un train de pneus d'avance. Nous on lutte contre le poids en permanence. Qui va prendre des poignées, enfin des leviers, voilà, effectivement. J'ai même vu une fois, on faisait un stage ici de préparation voyage. Il y a un gars qui est venu ici, il est passé chez un concessionnaire, je dirais pas le nom, c'était pas cette marque-là. Il est venu avec une moto, il avait un écarteur de mâchoire. Un écarteur de mâchoire pour les plaquettes de frein. J'ai dit, pourquoi faire? J'ai dit, je sais pas, on me l'a vendu. Le truc, il faisait 1,2 kg. J'ai dit, ça, à la benne. Tu fais une bonne œuvre, mais tu ne pars pas avec des conneries comme ça. Tu prends un tournevis, c'est bon. Quoi. Donc, des fois, le bon sens, c'est le meilleur ami du voyageur. Il faut avoir du bon sens. Et bon, on en parlera plus tard sur la préparation d'un voyage, mais le poids sur une moto, il faut vraiment limiter au maximum. Même si la moto est capable de prendre. C'est clair. Donc là sur celle-ci, il y a plusieurs produits, plusieurs marques qui sont venus en renfort. On va commencer par ce qu'il y a en bas. Je commence toujours par le bas, puis je monte dans la on va commencer par les pneus puisque la liaison au sol. Alors pour le voyage, les motos vont être équipées avec des Michelin Anaki selon les étapes Anaki Wild ou Aventure. On aura deux gommes. C'est-à-dire qu'on va partir avec une gomme Anaki Adventure, donc c'est du mixte, 70-30 on va dire. Donc les motos partent avec des pneus neufs de Paris et on changera ces pneus-là quand on sera à Samarcande ou à Bukhara en Ouzbékistan. C'est-à-dire qu'avec ces pneus-là, il faut qu'on aille jusqu'à l'Ouzbékistan. On changera les pneus et là on mettra de l'Anaki Wild, qui est du 50-50. Et l'Anaki Wild, on va l'amener jusqu'à Oulan-Bator. C'est-à-dire qu'on va faire toute l'Asie centrale, toutes les pistes, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Kazakhstan, Mongolie, il y a de la piste à foison. Donc là, on va taper dans du Anaki Wild. Et ensuite, à Oulan-Bator, on va remettre un dernier jeu de Anaki Adventure. Alors on pourrait mettre l'ancien, mais par sécurité, on ne veut pas finir sur des pneus à plat. On a un autre jeu neuf avec nous et on finira de Oulan-Bator jusqu'à Vladivostok et le Japon avec de l'Anaki Adventure. D'accord.
Et celui d'origine doit être entre 2 et 3, Ouais, je dirais. parce qu'il est vraiment épais. Ouais. Ouais. Mais il est épais, mais il fait le boulot. C'est vraiment. Ouais. Bon, Parce que moi, j'ai un peu poussé la moto dans les Alpes l'année dernière. Le Parpaillon, tout ça, on montait, on descendait un peu. On n'était pas des anges. Ouais. Et ça tapait, bam, bam, bam. Et j'ai pas eu un souci. Ouais. Donc, c'est vraiment important. Prenez la marque que vous voulez. Moi, je conseille SV Motec. Oui. Parce que Non, c'est une très bonne marque. C'est une marque allemande. Donc, voilà. Ouais, c'est une très bonne marque. Et ça se monte bien. Et c'est vraiment costaud. Ouais, il y a SV Motec, il y a Touratech aussi qui fait du très bon. Après, des protections, tu peux faire un arbre de Noël. Hein, mais plus tu rajoutes, plus tu transportes. Exact. Donc c'est à vous de savoir. Si, les chevaliers, il y a quelques siècles, on mettait des armures. Oui, tout ce qu'ils mettaient, il fallait le transporter. Alors, ça protège, mais à un moment, tu non, mais c'est vrai, les crash bars, si vraiment vous sortez, vous allez faire des trucs très durs, effectivement, il faut les mettre. Faut garder à l'esprit que ce qu'on met sur une moto en protection, ça ne cherche pas à fiabiliser la moto. Toutes les motos qui sont sur le marché, elles sont fiables. Maintenant, on arrive à un niveau où on n'est plus dans les années 70, où on appelait les faiseuses de veuves, là, qui ne freinaient pas, tout ça. Non, c'est bon. Ça c'est des bonnes bécanes. Mais il faut les protéger contre nos conneries. Parce qu'une moto toute seule, elle est morte, elle est debout, elle ne bouge pas. Et dès qu'on monte dessus, on lui donne la vie. C'est nous qui lui donnons la vie aux motos. Et des fois, on fait des conneries. C'est-à-dire qu'on pense que, et puis boum, ça ne le fait pas. Donc on tombe. Et si on ne veut pas abîmer le réservoir, si on ne veut pas abîmer l'avant, si on ne veut pas abîmer tout ça, on la protège. Donc c'est pas la peine non plus de mettre une grosse armure où on ne voit plus la bécane. Il faut juste réfléchir à ce que j'appelle un plan de chute. Oui. Quand tu tombes, à un moment, il faut que tu dises comment la moto elle va tomber. Qu'est-ce qui va toucher sur la moto? Est-ce qu'elle va me protéger? Tu sais que là je vais toucher par terre, là je vais toucher par terre, et ma jambe elle est là. Donc la première fonction d'une valise, on va y venir après, pour moi c'est de protéger la jambe du pilote. C'est la première fonction. Mais il faut quand même avoir le réflexe de garder les jambes serrées. Bah oui, parce que si tu cherches à mettre ta jambe par terre pour retenir la moto, tu te pètes la jambe, tu t'abîmes. C'est pas des jambes, c'est pas des béquilles. Hein. Donc si tu vois que tu te casses ta figure, faut pas chercher à la retenir, tu restes avec ta moto, tu tombes avec, et ta valise et ton crash bar vont te protéger la jambe. Sinon, si tu enlèves, imagine que, je vais pas le faire parce que c'est long, mais imagine que j'enlève ça, donc en gros, mon plan de chute il va être là, et là c'est ma jambe qui protège la moto. Oui, c'est pas la même musique là. Donc la première fonction d'une valise, c'est protéger les jambes. Après, ce que tu mets dedans, en dur, en soupe, en plastique, en alu, c'est un autre discours. Mais d'abord, il faut que ça te protège. Donc justement, on parle des valises. Donc là, encore une fois, c'est SV Motec. On voit le support avec 4 points d'arrimage. Donc les points d'arrimage sont faits, ils ne sont pas verticaux purs, ils sont verticaux inclinés. C'est-à-dire que la valise peut, avec un gros freinage ou un choc, la valise ne peut pas partir. Il faut vraiment une accélération dragster, c'est pas le cas, pour éventuellement perdre la valise, si jamais la serrure est cassée par exemple. Donc là, tu l'enclenches de façon assez simple, comme ça. Et elle est vraiment, donc elle tient vers le bas, et elle peut pas, vers l'avant, elle peut pas se barrer. L'angle de fixation est vraiment intéressant. Donc ici, valise droite est un peu plus étroite que la valise gauche à cause du pot. Mais tu peux aussi mettre une valise de 45 kg. Ça, c'est du 38 et 45 de mémoire. Tu peux mettre deux valises pareilles de chaque côté. Des litres, pardon. Tu peux mettre deux valises de 45 litres de chaque côté. Mais après, si tu fais de l'urbain, c'est large. Tu as un gros... ça devient un gros derrière. Ça devient aussi large qu'une F40. Et après, en plus, ça a tendance à le remplir. Et quand tu le remplis, la nature a horreur du vide. Donc, un mec ou une nana, c'est pareil. Il voit une valise et tiens, je vais mettre ça. J'ai encore de la place. Je vais mettre ça. Et on se retrouve avec des trucs aberrants. Donc là, ce qui est bien avec une valise étroite et une valise large, c'est que la valise étroite, la logique, c'est de mettre des choses lourdes dedans. Donc tout ce qui est mécanique, tout ce qui est le cric, les outils, tout ce qui correspond à la moto, moi je le mets dans ma valise droite. Et tout ce qui correspond à ma personne, c'est-à-dire mon sac perso, mes fringues, enfin des petites choses pour l'homme, pas pour le pilote, je les mets dans la valise de gauche. Donc qui sera à comparaison volume-poids à peu près équivalente. C'est-à-dire qu'une fois que tu as chargé tes valises, il faut que tu te mets devant ta moto et tu la tiens comme ça et tu lâches un petit peu pour savoir si elle part à gauche ou à droite. D'accord, ok, j'ai compris. Il faut que ça soit équilibré. Sinon tu le sens en pilotage. Et dans le top case, tu mets quoi plutôt?
Top case, j'aime bien. Alors, si tu as une passagère, c'est quand même important d'avoir un top case avec une bonne protection dorsale. Et je l'utilise pour mettre mon casque quand j'arrive dans un village ou que je veux visiter quelque chose. Je mets mon casque dedans, sinon j'ai ma tenue de pluie et puis j'ai gourde d'eau. Oui, ok, d'accord. Oui, non, c'est pas chargé. Je le charge pas, parce que comme il est en haut, j'essaie de pas monter mon centre de gravité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est pratique pour mettre ton casque. Oui, effectivement. Et ceux qui disent, il y a les top cases, on peut mettre 2 casques dedans, je dis, ouais, tu peux en mettre 2, tu peux en mettre 3 si tu veux, mais après, les fixations, c'est rare que ça tienne. C'est souvent des casques en alu, enfin des top cases très larges, en alu moyen, avec des soudures qui sont pas parfaites dans les coins. Et sur la piste, on en a ramassé plusieurs. Donc, on peut mettre un coffre hein, si on veut, mais le top case, pour moi, il faut qu'il soit standard, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Mais c'est important quand tu es en duo. Quoi. Alors, on a fait le tour, on est passé de l'autre côté de la moto. On a parlé des protections, on a parlé donc du sabot moteur, des pneus, il y a encore beaucoup de choses. Là, Eric, il a la main sur les protège-mains. Alors, c'est pareil, c'est un élément très important et qui est souvent négligé par les constructeurs. C'est pas négligé, c'est adapté au marché. C'est adapté au marché, effectivement. Là, je vois, j'ai une Ducati Multistrada. C'est le premier truc que j'ai regardé. Je me suis dit, si ça tombe, ça pète. Et en plus, il y a les clignotants dedans, c'est encore plus cher. Donc, il y a des solutions qui existent pour pas trop cher en plus, des très bons produits. Alors là, je sais pas quelle marque c'est. Ça, c'est du Markbuster que j'achète chez SV Motec. Ok. Donc, c'est assez simple à monter. Tu as une barre renforcée. Si tu prends celle d'origine, c'est du plastique. Tu prends une pince multiprise et tu peux la tordre si tu veux. Et si elle tombe par terre, elle va se défaire, se casser. C'est pas fait pour vraiment prendre des coups. Par contre, toujours pareil, si tu en viens à mon plan de chute, toi, si tu tombes, forcément ta poignée elle va prendre. Donc si tu as un truc de moyenne qualité parce qu'adapté à un marché urbain, c'est quelque chose qu'il faut changer. Donc parce que ça te protège. Toujours pareil, ça va protéger tes mains. C'est clair. Les mains pour piloter, on est comme tout ça. Ce qui peut te protéger et t'éviter de casser un truc ou autre, surtout quand tu es à l'autre bout du monde, ça vaut le coup de dépenser 100 balles. Si ça t'évite vraiment des... Donc ici, tu as vraiment un support métallique qui est fixé qui est pris sur le guidon ici, qui est pris ici, et tu as le plastique qui vient par-dessus. Le plastique est renforcé, donc il ne va pas casser du premier coup. Et vraiment, ça te protège. Si tu tombes avec ta main ici, tu vas te protéger avec tes gants, tu vas protéger vraiment ta paume, tes phalanges et tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pas à négliger. Je préfère mettre ça que des protections, décorations de pot d'échappement ou choses comme ça. Oui, parce qu'on peut aussi, quand vous regardez sur les différents équipementiers, il y a une foultitude de petits trucs. On peut protéger tout. Hein. Je veux dire, c'est même à la limite si on peut pas. Vaut mieux réfléchir à. Enfin, moi, je parle de vécu. Hein. Je suis pas un expert technique, préparation moto, compète et tout, donc je peux pas vous parler de ça. Mais j'ai un petit peu d'expérience dans ce qui est voyage et galère dans les voyages. Je sais que par exemple, si tu mets pas un élargisseur de béquille sur ton pied de béquille, ce qui va se passer, c'est tu vas arriver le soir quelque part en fin de journée, donc tu es un peu fatigué, tu t'es bouffé de la caillasse et de la poussière toute la journée, et le terrain est un peu meuble, tu le sais pas, et tu poses, donc tu arrêtes ta moto, tu descends de ta moto, la béquille elle tient, et puis à un moment elle va s'enfoncer, et la moto va tomber. Donc pas grave, une moto qui tombe, on la relève, mais quand tu es fatigué, tu en as un peu marre. L'avantage d'un pied de béquille comme ça élargi, qui se monte très facilement avec 3 vis, c'est que ton pied de béquille, il est appuyé sur cette surface-là. Et ce qui fait que si tu te mets dans le sable, tu mets dans la boue, tu as plus de surface de contact. Donc c'est pas négligé. Et l'autre chose qui est importante, je dirais encore 2 choses. Une, c'est les cale-pieds. C'est bien d'avoir des cale-pieds plus larges. Donc chez SV Motec, tu peux acheter des cale-pieds plus larges que tu changes complètement, ou alors des adaptateurs qui se mettent sur le cale-pied d'origine et qui se vissent avec un simple boulon qui ne bouge pas, c'est indéboulonnable, et ça te permet d'avoir un cale-pied un peu plus large. Pour les meilleurs appuis quand on est debout notamment. C'est surtout si tu es debout longtemps, moi je sais que je roule beaucoup le debout, et donc je m'appuie sur la plante, et au bout d'un moment, des fois tu changes de position parce que ça t'appuie quand même sur le pied. Donc plus ton cale-pied est large, comme les éléphants, les éléphants ils ont des grands pieds parce que ça fait des surfaces au sol plus larges et ça fait pas de bruit un éléphant qui marche. Donc, et je reviens à l'élargisseur,
ça, cette pièce-là, je veux dire, même si vous n'avez pas l'âme à aller prendre, faire du laser ou autre, simplement si vous allez un peu à la campagne, si vous allez pique-niquer le week-end, combien de fois vous allez vous retrouver avec le bike et vous ne pourrez pas vous garer. Et ça coûte pas cher. 100 balles, je crois. Ouais, à peine. Non, même pas. C'est 60-70 balles. Ouais, je sais. Et je pense qu'on peut même faire des capsuleurs avec. C'est pas impossible. Ouais. Mais sincèrement, voilà, si vous allez pique-niquer, vous sortez un peu les chemins, pour vous garer, au moins vous êtes sûr. Donc c'est vraiment des petites choses. Ouais. Et la dernière chose qui pour moi est importante, c'est qu'à un moment, bon, ça c'est une autre vidéo, mais c'est le réglage de la position. Et c'est de mettre des entretoises. Même quelqu'un, alors c'est pas obligatoire, parce que tu as des gens qui sont très bien en position sans entretoise. Mais moi je fais 1m78. Les 3 premières années où je faisais des raids moto, j'avais toujours un peu mal aux épaules, je comprenais pas. Puis un jour, on m'a dit, parce que j'ai jamais fait de stage, on m'a dit mais pourquoi tu mets pas les entretoises? J'ai dit c'est quoi les entretoises? J'ai compris, j'ai mis et j'ai changé de vie. C'est-à-dire que j'avais une position avec un dos droit, je contrôlais mieux ma moto, j'avais des meilleurs appuis et ça a vraiment changé ma vie de pilote. Donc c'est pas négligé, c'est pas obligatoire, mais si vous avez une position, vous êtes un peu voûté ou un peu trop en arrière, tout ça, pensez aux entretoises. Oui, c'est effectivement si vous avez des points, si vous avez des points durs, et vous avez mal au dos après les sorties, après, faut pas le faire si vous n'en avez pas besoin parce que les géométries sont quand même étudiées d'une certaine manière sur les bécanes. Ça peut être un peu chiant. Et je sais que SW Motec avait raconté un petit peu, on avait parlé dans une vidéo il y a peu de temps. Et après, une dernière chose, c'est une fois que tu sais préparer, protéger ta moto, l'équiper, faire des réglages de confort, de pilotage et tout, à un moment, tu as envie de savoir où tu es, où tu vas et comment tu y vas. Et là, il faut un bon GPS. Donc, tu te mets ton petit XT qui tient bien. Toi, je l'ai mis en 2 secondes. Donc, c'est un Garmin. Ça, c'est un Garmin XT. Ouais. Et tu peux mettre d'autres GPS, mais on a essayé des marques. Les TomTom, les Tripli sont d'autres produits. Moi, ça ne me correspond pas, pour différentes raisons. Avec ça, je suis capable d'aller dans n'importe quel pays, télécharger. Alors, on va regarder ça tout de suite de plus près. Alors. Donc, on va regarder un petit peu en détail le GPS, parce que c'est un truc important quand on voyage, et notamment sur ce voyage, quand même, je le rappelle, c'est 94 jours, 22 000 km. 22 500. 22 500, pardon. On va sûrement faire un peu plus. On fera un peu plus pour aller jardiner un peu. Pour aller au bistrot. Et non, pour aller chercher de la piste. Et donc, c'est vrai que dans ce que tu demandes aux participants, donc effectivement, tu les conseilles en tout cas sur ce Garmin Zumo XT. J'ai regardé effectivement sur des comparatifs. Après, s'ils ont il ressort toujours, c'est vrai qu'il ressort. Il est bien noté, mais c'est un grand écran. C'est-à-dire que ce qui est important, ce que j'ai noté la différence, je vais te montrer d'autres appareils de navigation après. J'en ai testé quand même pas mal. Ce qui est intéressant, c'est quand tu es à contre-jour, il a une bonne luminosité et il n'a pas le reflet qui fait que tu vois plus où tu vas. Parce que, étant donné la loi de Murphy, c'est toujours quand tu as vraiment besoin de savoir où tu vas que le soleil te met des bâtons dans les roues ou dans les yeux. Et l'autre truc, c'est qu'il est tactile. C'est-à-dire que tu peux, avec un gant, tu peux arriver en roulant. Tu n'as pas besoin d'enlever ton gant pour aller chercher un truc. C'est assez chiant. Donc c'est quand même intéressant comme écran. Reflet, le gant tactile, et puis il a plein de fonctions toutes bêtes, intéressantes. Mais toi, tu veux aller quelque part, je sais pas, on va chercher une station-service, catégorie, station-service, où est la prochaine. Donc je vais aller ici, Total Access, et je vais dire, je vais y aller par les petits virages. Donc tu as une fonction. Soit tu vas directement, soit tu vas par les chemins de traverse. Voilà, je bouffer des angles, donc tu appuies là et il va te sortir un itinéraire avec ce qu'il trouve. Bon, là c'est pas très loin, mais ce qu'il trouve comme angle. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui fait qu'il est vraiment intéressant. Il est rapide, il n'a pas de gros temps de réaction. Et franchement, il bosse bien. Avant, j'avais le 396. Donc, qui était plus compact, plus petit, qui faisait très bien le boulot aussi. Mais là, il a un confort de navigation. On parle de navigation, qui est vraiment intéressant. J'ai essayé le 595, j'ai essayé les 396, j'ai essayé toutes sortes de... Un écran assez gros, quand tu commences à avoir des problèmes où tu as le bras qui se rallonge quand tu lis. Non, mais l'air de rien. Au niveau de la vue, quand tu es trop proche de ton écran, parfois il faut que tu recules. Moi, je commence à avoir le cas sur le téléphone, par exemple.
Tout à l'heure, moi il était dans la sacoche de réservoir. Tu voyais plus trop. Et ouais, il fait que je recule un peu. Bon, alors ça va, je connais la route pour venir ici, mais voilà. Il y a un autre truc qu'il faut comprendre, c'est que quand on est groupe leader, c'est-à-dire chef de meute, moi c'est un peu mon métier, j'ai pas trop le droit à l'erreur. C'est-à-dire j'ai toujours des gugus derrière moi qui me font confiance, qui comptent sur moi pour leur dire où est-ce qu'on va. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre du plaisir. Donc même si on garde des distances, ils sont jamais très très loin. Donc je peux pas trop jardiner, je peux pas trop tâtonner. Donc j'ai besoin d'avoir une lisibilité, une compréhension et une rapidité d'information qui me permet de prendre mes décisions vite et d'avoir le bon chemin. D'accord. Donc, comme on a parlé de GPS, en fait, Eric m'a sorti sa collection de GPS. Pour une collection, mais c'est. Il faut dire que c'est le premier collectionneur de la région de Tours. Je suis un utilisateur. Et donc oui, en fait, par son expérience en tout cas d'utilisateur, il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui marche pas, enfin qu'est-ce qu'il conseille en tout cas, et voilà les différents produits qu'on peut trouver. Je vais commencer par ça, parce que ça me vient à l'esprit. Souvent, il y en a, ils se prennent un intercom, qui est très pratique. Moi, j'ai commencé à l'utiliser l'année dernière, et franchement, c'est intéressant. Mais ils font de la navigation avec. C'est-à-dire que leur téléphone ou leur GPS leur dit à gauche, à droite, machin, tout ça. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire GPS? GPS, c'est-à-dire la gourde qui parle toute seule. Et franchement, c'est pas la meilleure façon de naviguer. À un moment, un outil de navigation va te donner des informations et c'est toi qui décides ce que tu en fais. Il ne faut pas se laisser pieds et mains liés à suivre absolument. Oui, j'ai compris, effectivement. Voilà. À la fin, c'est quand même toi le patron. C'est toi le patron, effectivement. C'est ta navigation, c'est tes conséquences, c'est toi le patron. Donc, le GPS ou ce que tu veux te donne des informations et c'est toi qui réfléchis ce que tu en fais. Ça, c'est vraiment super important. Alors, avant, au début, Moyen-Âge, non, mais quand j'ai commencé, par exemple, le Tripi, c'est un petit appareil conçu en Belgique qui est très intéressant pour faire des roadbooks. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail de préparation pour vraiment intégrer un roadbook avec ce qu'on appelle des boules flèches, gauche, droite, troisième sortie du rond-point, passer sur un pont. Enfin, il y a plein de petits dessins qui sont intéressants, des cryptogrammes. Et j'ai fait la première fois une reco entre Paris et Pékin avec un véhicule, je te montrerai, qui est dehors. Et pendant 2 mois, j'ai fait les dessins, les machins. Enfin, je me suis vraiment cassé le machin pour faire un roadbook très précis. Par contre, j'ai personne qui s'est paumé. Tous ceux qui avaient un Tripi sur le Paris-Pékin, donc 2 mois, 20 000 km, ils ne se sont jamais paumés. Malgré les écritures en cyrillique, en Iran, en Russie, en Chine, tout ça, on ne comprend rien au panneau, mais on se trouve. Donc c'est une possibilité, je ne l'utilise plus parce qu'il y a trop de travail de préparation. Par contre, les collègues comme Coco Ricorando qui font les... Sur les randonnées, leur randonnée, c'est pratique. Mais sur les grandes expéditions, pour moi, c'est pas assez souple. Après, tu peux prendre des petits appareils comme ça. Je sais que mes copains de trail rando travaillent pas mal avec des petits Garmin 64 ou équivalent. Et ce qui fait que, comme c'est des petites motos, ils ont une trace qui est assez facile à lire. Et c'est adapté pour un certain type de, on va dire, un peu enduro, quoi. Plutôt enduriste. C'est très costaud, tu peux te balancer par terre, ça bouge pas. Après, j'ai commencé à travailler avec les Montana. Donc le Montana, c'est pareil, c'est un truc, c'est costaud, tu peux taper de la pierre avec. C'est du Garmin. Alors ici, j'ai même un collector, c'est ce qu'on appelle le Montara. Ils ont sorti ça à un moment, le Montara. Attends, je te le mets dans le bon sens. Le Montara, c'était un Montana avec dedans Android. Ah oui, d'accord. Donc tu avais un système Android dans un GPS, parce qu'ils se disaient, par rapport au smartphone et tout ça, et puis bon, il a pas eu de succès, mais il était très intéressant, il avait une caméra intégrée, donc tu peux faire quand même pas mal de choses avec ça. Moi j'aime bien les Montana, le dernier, le Montana 700i, il est intéressant parce qu'il intègre la fonction InReach dedans. Alors InReach, c'est pas un GPS de navigation, tu as un système de GPS dedans, mais c'est surtout une balise de sécurité. Donc tu as le petit et le grand. Moi je prends le grand parce que je suis le chef, donc j'ai besoin
d'être plus réactif et de voir mieux les choses. Et mes copains et copines pilotes qui font les voyages, souvent ils prennent un mini comme ça qui est moins cher en fait. Ça vaut quoi ça, un petit comme ça? Ça vaut 350 et ça doit valoir un peu moins de 700. Ah ouais. Mais ça a un coût, Oui. mais ça a quand même une fonction. Je dirais qu'il y a 3 fonctions principales. On va prendre le petit. La fonction principale, c'est que ça te donne la possibilité avec ton smartphone. Donc tu prends ton téléphone, tu as Earthmate, un logiciel qui va avec. Ouais. Tu connectes les deux par Bluetooth. Et avec ton téléphone, en utilisant le satellite Inmarsat, les 3 satellites Inmarsat, océan Indien, océan Pacifique, océan Atlantique, tu as de la connexion. Donc avec ta connexion, tu peux envoyer des SMS de n'importe où dans le monde, sauf pôle Nord, pôle Sud, vers n'importe où, sauf pôle Nord, pôle Sud. Et ça, c'est intéressant. Donc en fonction de ton abonnement, tu peux avoir 20, 40 ou SMS illimités. Pour celui qui a besoin de bosser, quel que soit l'endroit où il est, au fin fond de la Mongolie ou en Patagonie, où il n'y a pas toujours de la bonne connexion et tout, il peut communiquer. Ça, c'est important. La deuxième fonction qui est intéressante sur l'InReach, c'est que l'appareil te fournit donc sur ta plateforme internet, va te fournir un lien URL, c'est un lien internet, et qui va permettre à ta famille, à tes amis, ou tes clients, ou ton réseau social, de te suivre. Et tu peux aller jusqu'à un clic toutes les 5 minutes. Mais le mieux, c'est 10 minutes, ça suffit, sinon ça fait beaucoup de clics. Donc toutes les 10 minutes, paf, il te met un clic de positionnement. Et sur ta carte, moi je l'ai fait sur un tour du monde, donc tu vois tout le tour du monde entier. Sur ta carte, tu peux, toi il est tout petit, le Reach, avec le crochet, tu peux te le foutre sur toi, c'est important de l'avoir sur toi. Je vais te dire pourquoi après. Et donc avec ce lien internet, n'importe qui peut te suivre. Pour donner un exemple, quand je vais en Iran, c'est qu'en Iran, tu as 3 polices. Tu as la police normale, la police des touristes, puis la police secrète. Nous, on est un peu en contact avec les 3. Enfin, la police du tourisme, puis un peu la police secrète parce qu'ils veulent savoir ce qu'on fait. Je leur donne toujours mon lien. Quand j'arrive, je dis voilà monsieur, bonjour, comment ça va? Ils sont à la douane, ils nous attendent. Je vous donne mon lien. Comme ça, vous savez toujours où on est. Vous pouvez nous suivre, où on dort, où on va. Alors tu vas me dire, c'est liberticide, mais en même temps, ça permet de ne pas être emmerdé. Et ils nous font confiance. Et moi, j'ai des très bonnes relations avec l'administration iranienne grâce à ça. Oui, finalement, ça t'ouvre les portes. Le pays est comme ça. Ils ont besoin de savoir ce que les gens font. Bah, on leur dit, puis nous. Bien sûr. Donc ça c'est la troisième fonction. J'ai oublié la plus importante. Ici, tu as marqué SOS. Oui. Et si tu appuies ici, il ne se passe rien. Par contre, si tu l'ouvres et que tu appuies, on va t'envoyer un message pour savoir si tu as fait une erreur ou pas. Si tu ne réponds pas, je crois qu'au bout du deuxième message, il t'envoie les secours. N'importe où dans le monde, il se débrouille pour t'envoyer les secours. C'est quand même important. Ce qui veut dire que cet appareil-là, vaut mieux l'avoir sur soi que sur la moto. Oui, bien sûr, si tu es éjecté de la moto, que tu as 20 mètres… Si tu tombes, par exemple, c'est sur la piste M41 entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, tu longes le Panji, qu'à un moment tu fais une sortie de route, tu tombes dans la caillasse en bas, ta moto elle est là, et puis toi tu as 2 jambes cassées un peu plus loin. Si tu as ça avec toi, on te trouve. D'accord. Et tu peux déclencher la balise. C'est ça qui est important. Que si elle est sur ta moto. Oui, tu peux rien faire. D'accord. Donc oui, c'est hyper utile. Je n'avais pas saisi l'intégralité des fonctions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des GPS aujourd'hui qui sont capables d'intégrer la fonction InReach dans le GPS. Donc c'est le cas du XT, Zoom XT. C'est le cas aussi du Trend qui vient de sortir. Donc le Trend, c'est un GPS qui ressemble un peu au XT. Ce qui est intéressant dans ce produit-là, c'est quand tu as plusieurs motos qui ont cet appareil-là, tu arrives à savoir où sont les autres. Donc, pour un organisateur comme moi, effectivement, je sais, par exemple, où est Popeye, mon camion d'assistance, je sais où sont mes principaux participants, et c'est une sécurité de savoir où sont les gens. Tu es toujours en train de te dire, oh, j'espère qu'il n'est pas tombé, j'espère que c'est pas paumé. Donc c'est fait un peu pour la compétition, on va dire. Mais c'est un appareil qui est vraiment intéressant. Tu as le Garmin et l'InReach dedans. D'accord. Donc c'est assez intéressant. Et puis après, alors tu as le fameux navigateur que les G6 connaissent, que BMW vend. Alors c'est
un Garmin, mais dedans, c'est pas un Garmin. C'est-à-dire que toute la carte mère, le système a été retravaillé par BMW. Donc c'est du BMW, c'est du Motorrad. Ce qui fait qu'il y a des choses qui sont peut-être pas aussi bien qu'un vrai Garmin, mais c'est pareil, c'est costaud. Alors tu as un navigateur 4 qui a eu des problèmes un petit peu de bugs. Le 5, il est bon. Le 6, on a eu des soucis avec. Donc, mais c'est pas un Garmin, c'est un Motorrad. Et après, tu as les Zumo. Donc, tu as le 595, tu as le 396 et tu as le dernier, le XT que j'aime bien et que je recommande. qu'on a montré sur la vidéo. Donc, la navigation, après, tu peux aussi fonctionner sans technologie embarquée. Tu peux prendre une bonne vieille carte, des cartes bien détaillées, tu pars avec, parce que c'est rare de trouver des bonnes cartes dans les pays où on aime aller. Donc, tu prends une bonne vieille carte. Et tu peux faire ta navigation avec ça marche très bien. Justement, là sur le France-Japon, à partir de quand tu estimes vraiment qu'il va falloir vraiment avoir un truc détaillé à quel moment ça va être compliqué? Parce que on va pas se mentir, je pense que jusqu'à Istanbul, tu peux le faire le nez au vent, globalement. Ça dépend par où on passe. On prend des petites routes. Oui, non mais je veux dire, voilà. Il y a des endroits où il ne faut pas se perdre. C'est-à-dire que quand tu vas aller au Tadjikistan, quand tu vas aller en Mongolie, le pays où on peut se perdre le plus facilement, c'est la Mongolie. Parce que tu n'as pas des vraies pistes, tu as des traces. Tu as une série de traces. C'est-à-dire la piste principale est tellement pourrie que les mecs ils disent bon allez, on va rouler à côté, donc ils commencent à rouler à côté. Puis une fois que tu as de la tôle ondulée partout, ils s'en font encore une autre trace. Et tu peux avoir jusqu'à 8-10 traces parallèles. Sauf que quand tu as une montagne qui arrive, les traces, elles vont pas toutes aller du même endroit. Il y en a quelques-unes qui vont passer par la gauche, d'autres par la droite, sauf que tu as une trace qui part dans un village, l'autre qui part vers un site je sais pas quoi. Et donc si t'es pas bon en navigation et qu'en plus t'as pas l'équipement, tu peux vraiment facilement te paumer. Et après, problème d'alimentation, problème d'eau, problème de carburant. Il faut avoir un peu d'humilité. Oui, c'est clair. Oui, de toute façon, en moto. T'es pas obligé d'être bardé de technologie. Tu peux aussi avoir ton smartphone. Mais par expérience, quand tu mets ton smartphone sur ton guidon et que tu es en ville, que tu es en train de chercher ta navigation, généralement, c'est là où on t'appelle. Donc, quand on t'appelle, la navigation disparaît. Effectivement. Donc, un smartphone, je dirais qu'en France, en Europe, c'est quand même pas mal pour voyager. Tu as des bonnes applications, tu as le Maps.me, tu as le Waze, tu as le Osmand, tu as tout ça. J'aime bien Osmand. Mais un GPS, il fait que de la navigation. Il fait pas la machine à laver, il fait pas la musique, il fait pas. Osmand, si vous posez des questions, regardez sur la chaîne YouTube de Matt Adventure. Il a fait, comme toujours d'ailleurs, une super vidéo où il présente Osmand parce qu'il l'utilise. Et c'est assez bien foutu. Très bonne carte. Et ça m'a donné envie. Je l'ai téléchargé, je ne l'ai pas encore utilisé, mais non, mais c'est un bon outil. Mais ça reste un smartphone. Effectivement. C'est-à-dire que la connectique d'un smartphone ne sera jamais aussi bonne que la connectique d'un GPS. Jamais. Bien sûr. Et par contre, tu as des avantages. Tu peux faire ça avec ton écran, faire plein de choses. Oui, et puis après, mais un GPS, c'est un GPS. Il y a beaucoup de choses. C'est qu'un GPS, en plus, il a sa fixation dédiée. Et après, sur un smartphone, il faut trouver la bonne fixation. Pour la moto. Ça encore, il y en a, mais c'est la connectique. Une connectique est fragile. C'est rare de trouver une connectique costaud sur un smartphone, que ce soit un iPhone ou un UI ou un Samsung, peu importe. Ça reste un smartphone. Donc, on a quasiment tout vu. Tu as la montre aussi, la connectée. Tu peux aussi avoir sur ta montre. Alors ça, par contre, quand tu es avec le blouson et tout, c'est... On est d'accord. Voilà, moi, je pars sans montre. On est d'accord. Est-ce que tu vas conseiller... Alors, on va partir avec un camion d'assistance, Popeye, qui est dehors. On fera un plan d'ailleurs, on terminera devant Popeye. D'accord. Parce que Popeye est un personnage important de tous ces... et sincèrement, c'est tellement, il a tellement de gueule. Donc, il y a de l'assistance, il y aura des outils et ainsi de suite. Mais est-ce que tu conseilles aux gens de prendre quand même quelque chose? Je pense que c'est pas débile chacun de prendre au moins une bombe de lubrifiant pour sa chaîne. Oui, bien sûr. Parce que on est là pour rendre service. Oui, mais c'est vrai que si le gars il est autonome sur ça, sur les petits touillages parce que des fois quand tu es sur la piste, ça secoue. Donc, tu peux avoir des choses qui se desserrent si tu les as pas bien serrées. C'est bien d'avoir ton outillage pour le faire tout seul si tu n'as personne autour de toi. Mais on va avoir une vidange à faire pendant le voyage. Donc on va amener les filtres à huile, les filtres à air, on va les changer sûrement 2-3 fois. On va peut-être mettre des filtres à air un peu plus adaptés. Mais on fait pas de la compétition. Tu sais, la compétition, le mec qui arrive le soir, on lui refait toute sa moto.
On est d'accord. Nous, on prend des motos qui sont faites pour ça. Il faut juste bien les protéger, bien les régler au niveau conduite, confort, etc. Et puis après, tu roules. Hein, oui, là, il faut qu'ils partent avec de l'huile récente, un kitchen, des plaquettes. Plaquettes, autant partir avec des plaquettes neuves. Ouais. Après, on aura des plaquettes avec nous, mais partir avec des plaquettes neuves. C'est la meilleure façon de ne pas avoir de problème, c'est de les éviter. C'est ce que je mettais dans mon code de la piste et c'est valable pour tout. Code de la piste, on va faire une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Et ben écoute, Eric, on va aller voir Popeye pour présenter Popeye, parce que Popeye, c'est quand même le pompon. Hein. C'est le pompon. C'est la star, c'est la vraie star, c'est Popeye. On a toujours. T'es coupé? Non. Alors je te dis un truc. Il y a toujours 3 questions dans un voyage T3. Première question, c'est où qu'on va? Deuxième question, où qu'on mange? C'est quand qu'on mange? Et troisième question, où il est Popeye? Il est où Popeye? Ça, c'est les 3 questions d'un voyage T3. Donc, on va aller voir Popeye, mon pote. Il y a du monde là-dedans? Pas sûr. Non. Donc, les amis, on va conclure cette vidéo ici. J'espère que vous avez appris un maximum de choses. On est devant Popeye. Donc, Popeye, c'est ce camion atelier porte-moto, enfin qui sert à tout. Popeye. Il a fait combien de voyages celui-ci? Il a fait 225 000 km, que des raids d'aventure. Que des raids d'aventure, 225 000 km. C'est un Mitsubishi, je crois. Ouais, c'est un Fuso Canter 4x4 2009. Conduite à droite. Conduite à droite, acheté en Australie en 2009. Donc celui-là, il va partir au Japon avec tout le monde. Il va servir d'atelier, il y aura les pneus dessus, il y aura tout ce qu'il faut en tout cas pour entretenir, réparer et voilà. Eric, j'en ai marre. Ok. Donc s'il te plaît, tu vas monter là. Ouais. Pas longtemps. Hein. Hop là. J'ai des âges pourtant. Hop. J'ai pas dit de conneries. Hop. Oh putain. Ça suffit maintenant. Voilà les amis, je me suis débarrassé de baluchon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Et puis on va faire d'autres vidéos, en tout cas de préparation pour ce voyage France-Japon. On part le 1er juillet de Paris. Et donc on fera d'autres vidéos, en tout cas en attendant pour les préparatifs jusque ce départ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, suivez Motoradio.